Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous permet de collecter chaque jour de nouvelles clés pour mieux comprendre ou appréhender le nouveau monde du numérique, le monde de l'innovation. Alors, on va commencer justement aujourd'hui par regarder de plus près ce marché du cloud. Qui sont les acteurs européens? J'aurai justement en plateau avec moi le leader de ce fournisseur de cloud européen. Il s'appelle T-Systems et c'est un groupe allemand. Ensuite, dans cette émission, ce sera le grand débrief hebdo de l'actu. On évoquera toutes ces nouvelles actualités toutes fraîches dont on n'a pas encore pu parler cette semaine, notamment les résultats records publiés par Google ou la capitalisation boursière absolument spectaculaire de Tesla. On a aussi une grande fortune, le fondateur d'Amazon qui veut déployer un village spatial d'ici quoi 2025-2030. Et on parlera aussi des premières conclusions de l'expérimentation menée par la Banque de France sur la blockchain. Après tout ça, on partira en rendez-vous pour s'intéresser au sens de l'IA. Et oui, l'intelligence artificielle qui se met à faire parler nos morts et crée ainsi de nouvelles questions et tensions éthiques. Et puis on conclura par notre Zoom quotidien sur l'innovation avec demain des voitures rétractables. Mais tout de suite, c'est l'interview. Alors, je suis en compagnie de Jean-Paul Alibert qui représente le plus important fournisseur de cloud européen, à savoir le groupe T-Systems. Vous êtes le président, vous, de T-Systems France. Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Bonjour. Je propose que l'on commence, pour bien comprendre le sujet, à expliquer ce que l'on trouve comme type de fournisseur de cloud en Europe. Alors, on va trouver des fournisseurs de cloud, d'infrastructures et de services, donc les plateformes, et puis de plus en plus de services qu'on va venir poser au-dessus. Et nous sommes l'un de ces fournisseurs qui amènent tous les services qu'on va trouver autour des plateformes et au-dessus des plateformes. D'accord. Donc pour être précis, parce que quand on parle de cloud, on imagine ces grands data centers. Donc il y a des spécialistes du data center. Il y a aussi tous ces serveurs à l'intérieur du data center. Donc il y a ceux qui fabriquent ces serveurs. Et puis il y a le logiciel, donc la technologie du cloud, et ensuite une surcouche de services d'intégration pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces services. Alors, T-Systems, se situe à quel niveau là, dans les 4 couches que j'ai citées? Alors, je vais vous répondre par rapport au marché, puis je positionnerai T-Systems, je pense que ça sera plus intéressant. Donc finalement, il y a ceux qui conçoivent le hardware, et ceux qui les produisent. Et comme vous le savez, ceux qui les conçoivent sont majoritairement américains, et ceux qui les produisent sont majoritairement asiatiques, voire très chinois. Okay. Au-dessus de ça, il y a des fournisseurs de logiciels qui permettent d'animer, de faire vivre et de rendre intelligents finalement ces plateformes-là. Et ça, c'est très majoritairement soit américain, soit on tombe dans le domaine de ce qu'on appelle l'open source, qui est en fait une communauté qui est donc globale, mondiale, et qui n'a finalement pas vraiment de nationalité en propre. Et je pense que c'est l'une des chances importantes pour l'Europe si elle s'y prend intelligemment. Et puis, il y a, alors en dessous ou au-dessus, peu importe, les fournisseurs de data center. Un data center, c'est un building qui est prévu pour faire tourner à nouveau ces plateformes. Alors, on a pas mal d'acteurs français sur... Alors, il y a quelques acteurs français, mais enfin, les leaders sont américains. Oui. De ce métier-là, proprement dit. C'est un métier qui est excessivement capitalistique. Il faut mettre d'énormes investissements à rentabilité sur des dizaines d'années. Donc, effectivement, ça demande beaucoup de CAPEX. Et puis, vous avez ceux qui sont encore au-dessus de tout ça, ou qui font fonctionner, d'abord, qui intègrent ces différentes solutions et qui en font, finalement, une solution qui est opérée et qu'ils vont opérer pour leurs clients. Et donc, c'est notre métier avant tout. Et alors, donc là, sur ce marché qui permet aux entreprises de profiter de ces services de cloud, finalement, donc, en termes d'européanisation de ce marché, on en est où? Parce que vous êtes le numéro 1. Juste après, je crois qu'on trouve OVH, tout à fait. Orange. Donc, finalement, on voit que... SAP. Les Français sont pas mal positionnés. Les Français sont bien... Oui, les Français et les Allemands. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est un sujet qui, en Europe, est quand même très franco-allemand. D'accord. Et on est un peu seul.
Et vu qu'on est un peu seul, on ferait mieux d'être beaucoup plus actifs ensemble et non pas séparément. Je suis convaincu que l'Europe peut rattraper sur un certain nombre de sujets les Américains. Ça va être long, mais c'est possible. Évidemment, Thierry Breton travaille là-dessus et ce qu'il fait est bien. Il se positionne beaucoup sur la partie processeur, qui est le cœur de tout ça, qui est peut-être la partie la plus longue et la plus compliquée. Moi, je pense que sur le logiciel, on pourra aller plus vite en se positionnant beaucoup plus et fortement sur, notamment autour du cloud, ce qu'on appelle l'OpenStack, donc qui est une forme libre de ce qui fait tourner les clouds. Et puis après, il y a les services. Et là, effectivement, les Français, les grands Français, puisque nous sommes le troisième acteur en service européen, les deux premiers étant français, ont des vrais savoir-faire. Et nous avons à nouveau des savoir-faire sur ces sujets-là. Et sur ces sujets-là, je pense que à quelques détails près de type certification cloud qui reste nationale et qui devrait être européenne, des approches globales entre ces grands acteurs qui n'existent pas aujourd'hui, l'Europe peut rattraper. Ou au moins une alliance franco-allemande. Alors c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers Gaia X, vous allez me dire. Exactement. Donc Gaia X, qui est une initiative allemande à l'origine, hein, c'est l'industrie 4.0 allemand qui a été ouvert aux Français, qui est devenu franco-allemand, alémano-français, et qui est en train de s'ouvrir aux autres acteurs européens. Il ne faut pas penser que c'est qu'un cloud, Gaia X. Hein. Gaia X, c'est la capacité pour des acteurs industriels, l'automobile, l'énergie, la banque, etc., la santé, de partager entre eux des informations, des données, de manière souveraine, mais pas au sens géopolitique. Souveraine au sens, je partage mes données et je veux savoir qui va y avoir accès, pour quoi faire précisément et pour combien de temps. C'est ça qu'on appelle la souveraineté dans Gaia X. Alors évidemment, en dessous de tout ça... Ça ne permet pas de valoriser les technologies ou les entreprises européennes davantage que d'autres, puisque finalement on trouve tout type d'acteurs, et donc des Américains et des Asiatiques. Exactement, et en dessous de tout ça, il y aura des solutions de cloud qui pourraient être américaines, qui pourraient être européennes ou d'autres, mais en tout cas américaines ou européennes. Après, il faut que la commande qui va venir autour de Gaia X soit intelligemment utilisée par les acteurs européens. J'ose pas dire dirigée, mais lorsqu'elle est publique, elle pourrait être un peu plus dirigée au niveau européen, même dans les règles de l'OCDE. Alors, on a appris donc par Synergy Research que ce marché européen du cloud d'infrastructure avait quadruplé quand même en 4 ans. Bien sûr. Donc, on voit les opportunités, mais on découvre aussi que finalement, vous, T-Systems, vous êtes le leader européen avec 2% seulement du marché. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un marché hyper éclaté ? Alors, bah oui et non. Il est hyper concentré sur le haut. 80% et ensuite est détenu par les 3 grands acteurs européens. Et après, effectivement, plein de petits acteurs locaux, même pas européens, locaux, c'est-à-dire nationaux, comme donc T-Systems, Deutsche Telekom pour l'Allemagne. Même si on adresse, nous, des grands clients, on est plutôt sur le haut du segment en termes de taille de clients. Et du coup, comme on s'adresse à des clients très internationaux, globaux, on a la capacité à les suivre sur la planète. Et donc, finalement, tout en étant un acteur allemand, on adresse des grands clients européens majoritairement, et donc français. On sert quelques-unes des plus grandes entreprises françaises. Est-ce qu'on a les mêmes débats en Allemagne qu'en France sur la souveraineté numérique ? Ah oui, complètement, oui. Et à nouveau... la même vision aussi, parce qu'en France, finalement... on a notre président de la République qui a dit, bon, on a perdu cette bataille, même dans 5 ans, on n'y arrivera pas avec un vrai cloud souverain. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. J'imagine. Finalement, est-ce qu'on a la même politique en Allemagne, la même vision ? Il y a cette même volonté. Malheureusement, elle reste traduite en termes d'enjeux nationaux par tous les politiques. On a bien vu la manière dont, moi j'ai bien vu, en tout cas en Allemagne et en France, la manière dont Gaia X a été présentée localement. Et à écouter c'est d'origine allemande. Donc on peut trouver normal que les Allemands aient présenté ça comme une initiative allemande ouverte à l'Europe. Mais les Français ont fait pareil. Oui. Et finalement, c'était une initiative française où on avait aussi les Allemands, mais et ça reste finalement très franco-français comme débat, et malheureusement très franco-français comme approche industrielle aussi. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas une confiance forte dans le fait qu'il y aura une vraie commande publique et privée sur des solutions qui demandent d'énormes investissements européens, finalement, c'est un peu la poule et l'œuf. Allons-nous ensemble investir
pour aller concurrencer les Américains, avec finalement quelques échecs, comme vous le savez, notamment en France, de cloud dits souverains, qui ont coûté cher et qui n'ont pas connu un succès commercial. Donc il y a une vraie question derrière ça. Moi, je suis convaincu... Vous dites sur la partie service cloud, aujourd'hui, si on se regroupait, on pourrait réussir à concevoir une offre souveraine européenne. Logiciel et service à court terme, oui. Le hardware, ça va être plus long. à partir de l'open source, donc plutôt. Exactement. Notamment, il y a aussi des solutions non open source amenées par des acteurs français et européens. Mais effectivement, le gros pourrait être open source. Et en dessous, le hardware, ça va être un peu plus long. Merci beaucoup, Jean-Paul Alibert, président de T-Systems France. On est très heureux de recevoir le leader européen du cloud. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Allez, c'est l'heure de notre débrief hebdo de l'ActuTech. Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, il y a Philippe Delmas, président de PhD Associates, je le dis en anglais, ancien vice-président d'Airbus, et Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto-actif chez KPMG France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine? On va commencer par l'actu de lundi, on va faire ça de manière chronologique. La capitalisation boursière spectaculaire, on peut dire, de Tesla, donc qui a dépassé les 1000 milliards, les 1000 milliards de dollars. Absolument. Comme l'ont fait avant elle et Apple et Google et Amazon. Donc vous avez effectivement le pari sur l'avenir et le constat du succès qui, dans le cas de Tesla, il y a encore 18 mois, n'était pas acquis. Oui. Et il s'est passé deux choses. D'abord, l'extraordinaire capacité industrielle d'un gars comme Elon Musk, qui, moi, franchement, m'émerveille. Dans une industrie, je connais bien le spatial. Elon Musk a parié dès le début sur des technologies dont je me souviens d'avoir entendu l'Agence spatiale européenne me dire que ça n'avait aucun avenir. Donc, chapeau au gars. Et d'autre part aussi, la rapidité très inattendue, il y a encore 2 ans, je me souviens d'en avoir parlé avec le patron de Total à l'époque, de la conversion des marchés de l'automobile, y compris des grands loueurs, à l'électricité. Alors, l'un plus l'autre, un gars qui a les bonnes voitures au bon moment, qui a réussi son pari industriel, ce n'était pas le cas il y a 2 ans, un marché qui explose. La conclusion est logique. Oui, alors ce bond en bourse là de plus de 12%, en fait, il est lié à une commande, vous l'avez évoqué, des loueurs, donc une commande de Hertz auprès de Tesla. Donc on va voir arriver 100 000 Tesla Model 3, je crois. Donc c'est le petit modèle de chez Tesla, et on va même les voir aux États-Unis, mais aussi en Europe arriver d'ici quelques jours. C'est une commande record. Bon, ça y est, c'est le succès total là pour Tesla et son modèle. Je ne sais pas si c'est succès total. Je me retrouve dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que personne ne peut aller contre ça, c'est-à-dire de voir l'homme visionnaire, les paris technologiques qui ont été faits, alors que beaucoup de gens disaient ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais. Je pense que c'est d'une certaine façon aussi beaucoup ce qui manque en Europe sur certaines entreprises et sur certains secteurs. Je prends le mien en particulier, évidemment, de la crypto. Mais ça ne doit pas masquer... Avec un Elon Musk qui s'est engagé très très vite sur la crypto d'ailleurs. Tout à fait. Mais alors, c'est devenu un running gag parce que c'est un peu comme la Chine, c'est-à-dire tous les 6 mois, il interdit, il autorise, il interdit, autorise. Donc, je pense qu'il ne faut plus trop prêter attention à ce qu'il dit sur les cryptos. En tout cas, pour le moment, on verra s'il prend une position vraiment définitive. Mais pour revenir sur Tesla, au-delà de ce fait-là, en fait, il faut regarder aussi maintenant l'ampleur de la chose. C'est-à-dire, oui, il y a un succès, mais on aura la discussion aussi sur les autres GAFAM. Est-ce que ça mérite 500 milliards, 200 milliards, 1000 milliards, 2000 milliards? Et ça, en fait, les marchés sont complètement faussés aussi parce qu'il y a de l'argent gratuit et parce qu'il n'y a aucune rentabilité nulle part. Donc, on peut dire que Tesla a un succès qui est mérité. Est-ce que Tesla vaut 100 Renault? Là, pour le coup, je suis quand même beaucoup plus dubitatif parce que je pense que la relativité entre les deux me semble un peu démesurée. Et il faut garder ça en tête aussi. Il y a du succès qui, dans l'absolu, je pense, est largement au rendez-vous et mérité. Maintenant, est-ce que ça vaut la moitié du CAC 40? 12 fois General Motors, le plus gros constructeur c'est là que je suis plus dubitatif. Et Elon Musk, il se retrouve du jour au lendemain l'homme le plus riche du monde. Absolument. Et là encore, vous voyez quand même l'extraordinaire confiance que cet homme a en lui-même, parce que le deal qu'il avait fait avec ses actionnaires à l'origine pariait entièrement sur le fait qu'il allait réussir un pari qui, à l'époque, était une valorisation à plus de 300 milliards. Ce qui paraissait complètement dément, parce qu'au moment où il a fait ça, ça revenait à la multiplier par 5. Donc tout le monde s'est dit, ce gars, mégalomane comme toujours, ça va lui coûter cher, mais finalement, il y est arrivé. Il y a quand même un point qu'il faut aussi soulever du point de vue industriel, c'est qu'il a un immense
immense avantage, c'est que il ne fait que des voitures électriques, qui sont des voitures infiniment plus simples à produire que des voitures thermiques. Et alors, elles tous ont ces une petite concurrents, complexité, c'est l'autonomie en termes de conduite. ça, c'est l'opération. Mais la fabrication de la voiture, Ouais. la chaîne industrielle de fabrication de voitures électriques est beaucoup plus simple que celle de voitures thermiques. Première différence à son bénéfice. Et seconde différence à son bénéfice, c'est qu'il n'a pas de conversion. Les Renault, General Motors et autres, même les BMW, les Daimler, doivent changer de modèle industriel, changer la qualification de leur personnel, changer leur supply chain, décider, ce qui est un sujet très compliqué, de savoir ce qu'elles doivent faire en interne ou pas, parce qu'au fond, elles ne font pas les batteries, elles sous-traitent beaucoup d'éléments mobiles, donc qu'est-ce qui va rester aux constructeurs d'automobiles en propre? C'est une très grosse question. Tout problème que Elon Musk n'a pas. Eh oui, en tant que nouvel entrant, Donc c'est son plus modèle simple. industriel est beaucoup mieux calé en tant que fabricant de voitures électriques. Et c'est aussi un élément valorisé. Mais moi, je suis assez de votre avis. Combien survalorisé? Mais regardez, sur les GAFAM, on avait trouvé ça totalement absurde pour la première fois, il y a 4 ans, Apple valait plus que tout le CAC 40. Et ça n'a fait que se confirmer depuis. Alors Ça ne reste pas absurde, mais... Avec Mais je suis l'actu de mardi, on a fait lundi, on va faire mardi, les résultats trimestriels des géants, justement. Alphabet, donc qui est la maison mère de Google, a publié des résultats records au 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars, qui représente un bond de plus de 41%, 18,9 milliards de bénéfices nets. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais enfin, à chaque fois, ce sont des milliards de toute façon, et des progressions hallucinante. Oui. Pourtant, dans un contexte qui, a priori, ne devrait pas être très favorable, puisque Google est sous le coup quand même d'enquêtes antitrust, les GAFAM sont hyper surveillés. Le contexte structurel, lui, est plutôt favorable. Mais alors, voilà. Alors déjà, c'est bon, il faut les relativiser, parce qu'on compare sur du annuel, donc c'est-à-dire que par rapport à une année Covid, c'est sûr que c'est pas forcément la même chose. Si on compare de trimestre à trimestre, on est déjà sur des choses un peu plus relatives, je crois que c'est plus de 10%, quelque chose comme ça. Maintenant, ça reste exceptionnel, ce genre de chiffres qui continuent dans cette période-là, effectivement, mais je pense que ça traduit plusieurs choses. D'abord, il y a une tendance de marché structurelle. On l'a vu, il y avait quand même avant beaucoup de gens qui refusaient encore, qui étaient très réticents au numérique. Je pense qu'on a tous été forcés d'y aller, et donc forcément des entreprises du numérique se font un plaisir de cela, et donc on voit que on a plus d'habitudes maintenant qui sont en ligne, le tourisme reprend, donc il y a des recherches aussi qui vont avec, le retail maintenant passe aussi par le e-commerce, donc tout ça est une dynamique qui va favoriser évidemment le business model de Google. Maintenant, je vais refaire... Enfin, ça veut dire que cette transformation numérique, là, à marche forcée, elle a beaucoup profité aux géants. Ça, oui, bien sûr. effectivement. Mais Bien ça, sûr. c'est ce que je voulais dire, c'est que dans la deuxième chose à voir en tendance, et c'est pas une tendance de marché, ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'argent gratuit. C'est-à-dire que les résultats sont quelque chose qui vont effectivement venir d'une tendance de marché et vont venir d'une position dominante. D'ailleurs, petite comparaison entre ce chiffre d'affaires trimestriel et puis des amendes qui sont mises à Google, je pense qu'on peut tous considérer qu'ils s'en fichent un peu. C'est sûr. Ouais. Je caricature un peu, mais globalement, on peut pas dire ça. Mais l'argent gratuit aussi sur les marchés, le manque de rentabilité partout, fait qu'on va tous en fait mettre de l'argent dans les marchés financiers, en particulier sur Google, sur Tesla, sur Apple, etc. Parce qu'il n'y a nulle part autre où c'est rentable en réalité. Alors, de fait, maintenant, quand vous regardez, alors moi j'ai plus une logique industrielle, quand vous regardez de quoi sont faits les revenus de Google. Google aujourd'hui, c'est une boîte de pub. Ils font à peu près 80% de leur, 85% même de leur chiffre d'affaires, et je pense davantage de leur marge, c'est de la pub. Donc ça, c'est une chose. Je crois plus de 26% du marché publicitaire mondial. Absolument. Donc numérique. c'est un méga publici, ça va sous tout ce que vous voulez. Le reste, c'est deux activités dont l'une seulement est vraiment nouvelle. Il y a YouTube, qui marche bien, mais qui est un relativement petit business, un business à 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas gigantesque. Et il y a le cloud, effectivement, sur lequel ils sont un acteur de rang 2, loin derrière Amazon. Ce qui me frappe beaucoup, c'est quand vous regardez l'immense quantité d'argent que Google aura investi depuis 10 ans dans des métiers de diversification, et notamment en rachetant des startups, ça ne produit aujourd'hui aucun chiffre d'affaires. Donc vous avez un vrai sujet là-dessus, qui est que en réalité, vous avez une boîte qui s'est admirablement positionnée sur un modèle vraiment très intelligent, qui profite effectivement du changement du monde. Les nouveaux métiers, les relais de croissance d'une boîte comme Google, aujourd'hui, pour moi, ne sont pas clairs du tout. Et la situation est pire pour Facebook. Alors sur le cloud, quand même, on a plus de 45% de hausse du chiffre d'affaires. Bien sûr, mais parce que la tendance, alors ça, je vous souhaite cet avis, la tendance à l'usage du cloud par toutes les boîtes, y compris les plus grandes, est massive. Mais c'est
c'est 10% du chiffre d'affaires de la pub, le cloud, chez eux, d'une part. Et d'autre part, encore une fois, la question, c'est les métiers futurs et les relais de croissance. Quand vous regardez tout l'argent investi, s'il n'y avait pas une rentabilité aussi exceptionnelle de la structure Alphabet à cause de la pub, les actionnaires seraient extrêmement perplexes sur le modèle économique de Google. Extrêmement. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, Sundar Pichai, je vais y arriver, Sundar Pichai, donc qui est le patron d'Alphabet, a quand même pu souligner qu'aujourd'hui, il comptait 50 millions d'abonnés payants sur YouTube. Alors, ça veut dire que peut-être on est à un début de nouveau business model. Absolument. Je pense que le modèle, il est en train de faire le même parcours. Vous savez ça mieux que moi que la presse a fait dans le monde entier, c'est-à-dire de se dire que finalement que le gratuit à un moment donné a des limites et qu'il va falloir, c'est en gros le TGV Inouï et Ouigo, il va falloir quand même avoir un service de qualité plus grand. L'autre point important que vous soulignez, c'est que c'est vrai qu'on ne voit pas encore, sauf pour Facebook, dans les réactions des marchés de risques liés aux problèmes judiciaires qui viennent et qui vont être extrêmement sérieux. Alors le cas de Facebook est très particulier parce qu'ils ont tellement déliré, il y a maintenant tellement de fuites, la mobilisation, les sujets touchant Facebook, notamment les révélations sur Instagram et notamment vis-à-vis des jeunes filles, sont tellement lourdes moralement que je pense qu'effectivement Facebook, les marchés sont en train d'intégrer, d'ailleurs vous avez vu, leurs résultats sont excellents et le cours a baissé. Donc les marchés sont en train d'intégrer que Facebook est une boîte qui va être transformée et on peut... J'ai un peu envie de dire finalement, Facebook prend beaucoup et laisse peut-être passer les autres temporairement, au travers. Temporairement. Mais vous avez des boîtes, moi c'est un truc qui me frappe, qui ont compris ça. Jeff Bezos, il a compris ça. Il y a une chose qui m'épate, vous regardez l'évolution des salaires chez Amazon. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous êtes mieux payé, salaire horaire de débutant, chez Amazon, même dans un centre de tri, que si vous rentrez chez un constructeur automobile traditionnel. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a 5 ans. Et un type comme Bezos a compris qu'un des éléments de crédibilité du modèle Amazon était, et c'est le seul des grands acteurs de la tech à l'avoir compris, comme par hasard, c'est pas un gars de la côte ouest, et il a un peu de mémoire, il a compris que l'image sociale, traduite par l'élément le plus simple, la rémunération d'Amazon, était critique. C'est vrai, mais il a eu aussi, il a fait face quand même à une grogne sociale importante aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup ici. Mais il a réagi intelligemment là-dessus, je trouve. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est pas les mêmes sujets en fait, un Google ou un Amazon ou un Facebook ou un ce qu'on veut, ils sont tous dans une position qui est largement dominante. Mais le problème de Facebook, c'est qu'ils sont sur des sujets sociétaux. Et donc ça fait beaucoup plus réagir. On en parlait il y a très quelques grand semaines. Public, tout le monde comprend les dégâts. C'est audition au Congrès, c'est les choses comme ça. Google, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est position dominante, c'est on évince les autres de place sur des moteurs de recherche, qui industriellement est peut-être même plus grave, mais qui en réalité fait beaucoup moins parler, alors qu'on devrait peut-être en parler. Donc je pense que les autres sont très contents que Facebook prenne la lumière sur ces sujets-là, parce que ça leur permet effectivement de pallier les problèmes sociaux à venir, de monter les salaires, d'essayer d'éteindre les incendies avant qu'ils émergent, mais ils sont bien contents que quelqu'un prenne la lumière à côté, parce que sinon, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les abus de position dominante de toutes ces boîtes-là. Bon, on a eu aussi des très bons résultats de côté de Microsoft, pas si mal non plus du côté de Twitter, et puis Facebook, même si tout ce qu'on raconte là en ce moment, on dit ils sont dans la tourmente, on l'a rappelé encore cette semaine, plus de 9 milliards de dollars de bénéfices au 3e trimestre, une progression de plus de 17% par rapport à l'année précédente, et au coude à coude avec Google finalement sur le marché publicitaire numérique. Oui, mais encore une fois, avec un modèle économique dont les sous-jacents ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que Google vend de la publicité de la façon de la plus traditionnelle que les annonceurs. Donc, en gros, c'est de la vente d'espace, Google, comme ont toujours fait les agences en achetant des pages dans les journaux ou des écrans sur les télévisions. Facebook vend un service beaucoup plus sophistiqué qui, partant de la base de données, de connaissances, de pratiques de ses membres, et je vous rappelle que ce que vous mettez sur votre compte Facebook, si vous en avez un par erreur, appartient à Facebook juridiquement, et c'est l'analyse de ces milliards de données qui permet d'anticiper des comportements de consommation. Donc, il vend un service beaucoup plus sophistiqué qui est moins l'écran de pub que l'analyse fine du marché ou des tendances du marché. Et ça, c'est un métier donc, qui repose énormément sur le fait qu'il dispose librement des données de ses clients. Or, c'est très précisément ce qui est en train d'être remis en cause aujourd'hui. Ça va bouger, en tout cas. Donc, son modèle est beaucoup plus à risque que celui de Google. On enchaîne avec les premières conclusions de l'expérimentation menée sur la blockchain par la Banque de France. Donc, c'est un test qui a duré 10 mois.
Alors, l'idée, c'était de voir si on pouvait créer des opérations en utilisant la blockchain et si tout ça était bien sécurisé. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérimentation Oui et non. Oui, je sais. Alors, pas commenter les résultats. Je ne peux pas commenter peut-être. ces résultats parce que KPMG est commissaire aux comptes de la Banque de France, donc je ne ferai pas de commentaires en particulier sur cette expérimentation. Maintenant, sur le sujet en général, c'est vrai que c'est un sujet qui a le vent en poupe ces derniers temps. Moi, j'ai pu m'exprimer dessus plusieurs fois. Je pense qu'on se trompe de combat. On essaye de s'approprier une technologie par des entités centralisées, alors que la technologie par essence est décentralisée et qu'elle tire sa valeur du fait qu'elle est décentralisée. Donc là, on est en train d'essayer de mettre des ronds dans des carrés pour essayer de faire en sorte que ça marche bien, mais ça marche bien tout en étant régulé. Mais là, donc, c'est la technologie qui est mise à l'épreuve. C'est pour voir si finalement on peut réaliser des transactions achetées sur le marché de la dette de manière sécurisée. Cette dissociation entre la technologie et la crypto-monnaie est complètement artificielle. C'est-à-dire que la technologie blockchain sans la crypto-monnaie, c'est une technologie classique qui fait du registre distribué. Ça existe depuis des dizaines d'années. Parfois, c'est pas utile, parfois, c'est utile. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas commenter la décision de la Banque de France, parce que on a des expérimentations dans le cadre desquelles c'est utile. Et on a vu qu'il y a des expérimentations de blockchain privée qui donnent lieu à des optimisations par-ci, par-là. Moi, mon propos, c'est que alors juste il faut quand même oublier dire les sur cette optimisations pour aller expérimentation, sur la révolution, quoi. Je sais que vous ne pouvez pas en dire quoi que ce soit. En revanche, on a Euroclear qui a participé au test. Euroclear France dit que c'est un franc succès. Tout à fait. Bon. Et j'ai mémoire, parce que ça fait un certain temps que je suis dans ce milieu-là maintenant, que souvent les francs succès ne sont pas suivis 3-4 ans après. On oublie que c'était des francs succès. Voilà. Ce qui serait dommage, parce qu'on a même le Financial Times qui dit que c'est l'un des essais les plus significatifs à ce jour des crypto-monnaies dans un marché établi de premier plan et que l'Europe apparaît alors plutôt bien placée, mais alors en Europe, la France particulièrement, semble être un des pays les plus actifs sur ce secteur. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut prendre un pas de recul, parce que c'est comme si en 90 on disait la France est particulièrement bien placée sur le Minitel. Super, mais c'est pas ça qui va émerger. Donc là, c'est la même chose. On a le sujet des cryptos qui est à côté. Pour prendre ce pas de recul, c'est comme ce qui est en train de se passer entre guillemets au Nigeria et au Salvador. C'est deux pays qui alors sont pas similaires en termes de taille, de nombre d'habitants, etc., mais qui sont deux pays en développement, nous dirons-nous comme ça, et qui ont choisi des stratégies complètement opposées. Oui. Au Nigeria, on a effectivement une monnaie numérique de banque centrale qui a même déjà été proposée à la population, et on a déjà la banque centrale du Nigeria qui commence à dire on va pouvoir contrôler qui paye quoi, s'il y a des achats qui ne sont pas ceux qu'on veut, on va quand même pouvoir surveiller ce que les habitants achètent avec, ce qui est en fait un parcours qui est un peu celui que prend la Chine en ce moment, et moi personnellement je n'en veux pas du tout. Au Salvador, le président il a dit on va prendre Bitcoin, c'est une monnaie qui ne nous appartient pas, mais enfin avant on avait le dollar américain, ça ne nous appartient pas spécialement non plus, donc on permet de bancariser, en tout cas de financiariser plus de 2 millions de personnes en un mois et demi. En fait c'est des choses qui ne sont pas du tout comparables, parce qu'il y a quelque chose qui est ouvert, public, libre d'accès, qui permet de garantir une forme de confidentialité et qui offre l'inclusion financière à beaucoup de gens et qui permet de se protéger contre l'inflation, qui est quelque chose qui revient en ce moment. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus centralisé, contrôlé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser la monnaie, parce que je pense qu'il faut le faire, mais c'est juste qu'il ne faut pas fermer ses œillères sur un seul sujet et dire vu que ça réussit là, on est vraiment, vraiment en avance sur tout le reste. Ça, c'est pas vrai. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe à côté et prendre conscience de cela. Un commentaire, Philippe Delmas, là-dessus? Oui, moi je partage profondément cette remarque, parce que vous voyez la perplexité et qu'il y a quelques vrais fondements des banquiers centraux vis-à-vis des monnaies. On peut dire que c'est des vieux conservateurs. Je pense que ce qu'est une monnaie, la complexité de ce qu'est une monnaie, quand vous lisez le bouquin de Carney, vous savez, ce Canadien qui a été gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis de la Banque centrale du Royaume-Uni, qui explique très très bien la complexité de ce que c'est que la confiance dans une monnaie, qui ne se résout pas à la sécurité technique de la monnaie. Et on voit bien que les banquiers centraux aujourd'hui réfléchissent en ces termes-là. Il y a en effet un potentiel d'outils remarquable et qui rendrait des services qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Est-ce que pour autant ceci ferait une monnaie crédible dans la dimension morale du crédit de la monnaie, du crédit moral de la monnaie, de la confiance? Ça semble être une question vraiment compliquée. En Europe, ce crédit moral, il est forcé par la loi. Oui. Mais pour combien de temps? Bon. Affaire à suivre. En tout cas, on avance quand même en France un peu sur ce sujet. Soyez positifs. Je voulais vous demander quand même un petit commentaire, parce qu'on ne s'était pas vu depuis l'annonce du plan France 2030 par Emmanuel Macron, à savoir 30 milliards d'euros déployés sur 5 ans pour développer cette compétitivité industrielle de la France. Quel est votre regard? Parce que là, j'entends des commentaires très sceptiques à l'égard de ce plan. On est en France, donc c'est ce qu'on vient de faire, d'ailleurs. On va quand même pas commencer par dire que les choses
vend bien, faut pas exagérer. Alors, pourquoi le scepticisme? Parce que les gens vous disent, bah ouais, mais ça, on a des petits bouts de plan comme ça, on en a eu des tas. Alors, des petits bouts, il y a quand même 4 milliards d'euros pour les transports du futur. Moi, je suis résolument optimiste pour une raison, c'est que c'est la première fois qu'on a un plan qui est cohérent, c'est-à-dire, comme le président l'a très bien expliqué à Saint-Étienne, il y a un sous-jacent commun qui sont l'ensemble des technologies du numérique. Et il dit, si on ne fait pas ce basculement vers le numérique, on perdra des emplois par délocalisation. Donc c'est un vrai, et il a raison, industriellement il a raison, c'est un vrai renversement de la charge de la preuve. Donc ça, c'est ma première source d'optimisme. La seconde source d'optimisme, c'est j'ai eu la chance d'être, je vous raconte ça m'a énormément frappé. J'ai eu la chance, il y a 15 jours, d'être invité au séminaire interne d'un très grand fonds d'investissement. Il y avait là les principals de ce fonds venaient des quatre coins de la planète. Et j'entends chanter les louanges de la France comme Startup Nation. C'était entièrement privé. Il y avait là des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Français bien sûr, des Allemands, des Anglais, bref. Et ces gens disant... La France est aujourd'hui incontestablement le pays d'Europe où l'écosystème pour développer des startups jusqu'à une taille qui s'agrandit d'ailleurs d'année en année est de très loin le meilleur. Ceci a commencé en 1995 quand Jacques Chirac a pris une mesure qui paraissait à l'époque totalement administrative, créer un petit centre d'investissement à la Caisse des dépôts. Et de fil en fil, avec la création de la BPI, on est arrivé à une vraie transformation des esprits. Ce que Emmanuel Macron lance là, on en a pour 10 ans, ça sera pour pareil. Mais si on est tenace, oui, on va vraiment changer notre tissu. Alors soyons tenaces. Il y avait un autre sujet au débrief aujourd'hui, c'était une autre grande fortune mondiale, Jeff Bezos, qui veut à travers sa société Blue Origin construire une station spatiale, une sorte de village spatial d'ici 2025-2030. Mais on en parlera donc demain dans le rendez-vous Espace de Smartech. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Tchatchenko de KPMG France et Philippe Delmas de PhD Associates. On part en pause. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui se passionne pour le numérique et questionne aussi la société numérique. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on va avoir une nouvelle découverte, une innovation avec des voitures rétractables. Et puis, on va avoir de la réflexion d'abord, tout de suite, là, avec notre rendez-vous, le sens de l'IA, qui est assuré par Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle au CNRS. Bonjour Laurence Devillers, merci beaucoup d'être avec nous. On approche là de la saison de la Toussaint, enfin on y est dedans en fait, et donc c'est une période où moi je reçois beaucoup de sollicitations, de nouveaux services qui me promettent des testaments numériques, de prolonger la vie de mes défunts. Enfin bref, on est en train de vouloir faire parler les morts désormais. Oui, vous avez raison, ça devient un secteur économique important. Alors c'est vrai que la mort c'est compliqué, c'est que tout le monde en souffre et que là il y a une manne incroyable pour faire de la technologie. Alors est-ce qu'elle va aider ou pas aider? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. Alors quand on dit de faire parler les bots, en fait, il y a vraiment des bots, les morts, pardon, il y a vraiment des bots, des outils logiciels qui sont capables de faire ça? Oui, alors c'est plus de la science-fiction. On l'a vu avec Black Mirror, par exemple, qui avait un épisode sur quelqu'un qui perdait un être cher. Donc c'était une jeune femme qui perdait son compagnon et elle trouvait un système comme ça. Enfin, une amie lui disait, regarde, il y a un système qui existe. Il suffit qu'il y ait les données en fait de la personne. Donc tu as bien des données audio, voire vidéo. Et donc il y a un système qui permet de recréer cela. Alors ça va assez loin parce que ensuite elle n'arrive pas à se détacher de cet objet qui revient. Alors, il vient d'abord sous forme d'un chatbot, donc un système qui marche sur un ordinateur, par exemple, où on les voit dans les Google Home. Enfin, c'est des dialogueurs qui sont entraînés sur les données orales. Mais on peut prendre la voix du défunt. Vous voyez, donc c'est très fort, parce que lorsque la personne entend la voix de l'être cher qui manque, évidemment, c'est très émotionnel. Donc tout de suite, on y voit un intérêt personnel. Qu'est-ce que ça peut vouloir m'apporter? Est-ce que je vais mieux faire un deuil, etc. Mais en tout cas, là, c'est... Et ça va jusque dans Black Mirror, ça va jusqu'à la matérialisation. Jusqu'à l'incarnation, évidemment, dans un robot géminoïde, jumeau de l'humain. Et donc, c'est encore plus étonnant et plus dérangeant. Et effectivement, la chute de l'histoire dans la science-fiction, c'est qu'elle n'arrive pas à se détacher, finalement. Elle le cache dans son grenier, mais il reste là.
Alors, dans la vraie vie, eh bien, ce sujet arrive. Microsoft a sorti un brevet sur ce sujet, et puis OpenAI, toutes ces grandes sociétés qui travaillent sur les modèles de langage, créent maintenant des chatbots qui sont capables de répliquer, il y en a même un qui s'appelle Replica, répliquer la voix de quelqu'un et avec ses données, faire parler la machine. Alors évidemment, la machine... qu'elle peut même prononcer des phrases qu'elle n'a jamais prononcées. Oui, voilà, vous avez touché du doigt ce que je voulais dire. Évidemment, c'est un puzzle. La machine joue avec les mots, le son de la voix de la personne, mais elle peut émettre des paroles que la personne n'a jamais dit. Alors, est-ce que là, il y a un problème de dignité de l'humain ou pas ? Je pense qu'effectivement, tout le monde en est conscient. Et du coup, dans l'industrie, il y a, par exemple, au Japon, des systèmes qui utilisent les données du défunt, mais qui prévoient. Donc on donne, il y a un projet comme ça qui est un peu artistique, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais l'idée c'est que la personne avant de décéder, mette en scène finalement ce genre de choses, donne des données, interagit avec un système qui va capturer ces données audio, ces données physiques et la tessiture de sa voix, et qu'ensuite, si la famille le souhaite, eh bien on peut rejouer ces données à travers une machine, avec au Japon cette idée que ça durait un temps de rituel. Par exemple, 49 jours, qui est le rituel dans les rites bouddhistes. Donc un vrai moment de deuil. Un vrai moment de deuil, d'échange avec une espèce de robot qui aurait l'image du défunt projetée sur le visage et qui parlerait comme lui. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir l'idée du rituel. Alors sinon, on voit arriver en Corée d'autres exemples où, en réalité virtuelle, alors qui est encore plus... donc ça, c'est le projet Shaman Art du Japon, avec cette idée de deuil. Vous voyez, il incarne juste le visage, et il y a la voix du défunt. Et c'est un objet pour élaborer un deuil, d'accord ? Donc avec une fin. On voit arriver donc d'autres attractivités comme ça autour du deuil, qui sont par exemple en Corée, de faire de la réalité virtuelle où on va retrouver un être cher en réalité. Et regardez sur YouTube, il y en a beaucoup des séquences. Un casque, en fait. Mais un casque de réalité virtuelle. On arrive dans un monde où on a reconstitué la personne qu'on a perdue, qu'on peut même aller toucher, parce qu'avec des mécanismes comme ça, on peut imaginer des interfaces haptiques. Il y a presque la sensation de toucher, hein, mais en tout cas, c'est fulgurant. C'est-à-dire que ça déclenche évidemment beaucoup d'émotions, de larmes, c'est presque insupportable. Et même quand c'est pas nous qui voyons quelqu'un qu'on a perdu, même en regardant ces images, on sent que c'est réellement extrêmement impactant et donc émotionnellement fort. Donc il est important dans la société qu'on réalise en fait les enjeux de cela. Donc il faut en discuter tous pour décider, est-ce qu'il faut interdire, est-ce que des rituels seraient suffisants, comment on va garantir en fait de pouvoir se détacher de ces objets. Vous voyez, mon téléphone, j'ai du mal à m'en détacher, alors si mon téléphone parle avec la voix de mon père décédé ou de mon fils décédé, comment je vais pouvoir m'en détacher ? Donc, là, on rentre dans les tensions éthiques que peuvent créer ces deadbots, finalement. Oui, tout à fait. C'est d'un côté, peut-être qu'effectivement, l'élaboration du rituel pourrait, pour certaines personnes, être élaborée comme ça. En psychiatrie, il faut en parler. Il y a des études à faire. Il y a de la recherche à faire là-dessus. Évidemment, s'il y a un rituel et s'il y a des normes et des façons de l'utiliser, ces objets, c'est déjà intéressant. Si on a... Évidemment, il faut avoir... l'acceptation de la personne, c'est-à-dire avant son décès, qu'elle ait préparé ce genre de message pour ses proches. Voilà. Donc, à ceci près de tous ces éléments, il y en a un autre énorme. Comment, dans la société, on va vivre cela ensemble ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça viendrait chambouler dans nos usages, dans notre façon d'être avec les autres, avec les vivants ? Et je pense qu'en cela, il y a besoin d'un débat profond, de comprendre ces dimensions éthiques, et de le faire au niveau culturel, avec différentes sociétés qui n'ont pas les mêmes réflexions que nous, en fait, sur la mort. Il y a des travaux qui ont été produits à ce sujet par le Comité national pilote d'éthique du numérique ? Oui, alors nous avons une mission qui a été donnée par le Premier ministre sur les chatbots et l'éthique. C'en est une partie, les deadbots. D'accord. Et cette mission sera donnée et révélée au public le 9 novembre dans une conférence de presse. Et ça sera disponible sur Internet si vous voulez trouver au CNPEN
cet avis avec ces préconisations qui sont à la fois pour la réglementation, pour la gouvernance, pour les industriels, mais aussi pour les chercheurs, pour avancer plus pour la compréhension de comment la société peut intégrer ces technologies. Merci beaucoup, Laurence de Villers. Merci de partager avec nous toutes ces réflexions ô combien importantes. Je rappelle que vous êtes professeur en intelligence artificielle au CNRS. À suivre dans Smart Tech, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation. Et demain, des voitures rétractables. Waouh! Ça pourrait grandement faciliter, en tout cas, la vie des automobilistes qui cherchent désespérément une place de parking. Oui, Cécilia. effectivement, c'est une innovation que je vous présente aujourd'hui qui vient d'Israël, d'une start-up qui s'appelle City Transformer. Ça fait un peu penser au blockbuster et des voitures qui se transforment comme ça en personnages. Alors le but, vous l'avez dit, eh bien, c'est de gagner de la place en manœuvrant en centre-ville, parce que c'est quand même assez compliqué pour les automobilistes. Et alors, donc c'est quand on fait son créneau, c'est ça? Et non, alors je sais que vous allez être déçus, mais la voiture est déjà assez courte en fait pour faciliter votre créneau quand vous êtes en ville. Ici, le mouvement se fait sur la largeur de la voiture, ce qui veut dire que ça va faciliter votre manœuvre quand par exemple vous allez vous garer en épi ou en bataille. En fait, l'idée c'est de s'insérer entre deux voitures côte à côte pour vraiment optimiser la manœuvre en ville. Alors, on a vu des images, mais elle ressemble à quoi cette voiture? Un petit peu à une voiture à la Twizy de Renault. En fait, c'est une petite voiture électrique. Elle fait 2,5 mètres de long et puis 1,4 mètre de large. Son autonomie, c'est entre 120 et 180 km. Donc, c'est un vrai modèle de voiture qui va être opérable pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de place, par contre. Une seule place à l'avant, une banquette à l'arrière. Donc, on peut mettre 2 ou 3 personnes si on met 2 enfants à l'arrière. Voilà, il faut être assez intelligent pour gagner de l'espace. Et donc, elle se rétracte. Alors, comment ça fonctionne? C'est super facile. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et là, en fait, le châssis va rentrer à l'intérieur de la voiture. Les roues vont se placer quasiment sous la carrosserie de la voiture. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut faire ça pendant qu'on roule. Vous l'avez vu, pendant que la voiture est en mouvement, le châssis va se rétracter. C'est possible parce que le châssis est sur une espèce de plateforme qui est indépendante de la carrosserie. Donc, il peut y avoir ce mouvement qui va glisser comme ça, ou pour se rétracter, ou pour s'ouvrir, sans gêner la conduite de la personne. Et on gagne du coup beaucoup de place, parce qu'elle fera plus que 1 mètre de large, cette voiture. Donc, on gagne à peu près 40 cm, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on aurait pu aussi imaginer fabriquer des voitures d'1 mètre de large directement. Oui, mais on ne peut pas, parce qu'il y a un problème d'équilibre. Les roues sont trop rapprochées, ce qui veut dire qu'on réduit la vitesse de déplacement. Donc c'est vraiment pour le moment où on va se garer, on ne peut pas dépasser les 40 km/h. C'est pas grave, parce qu'en centre-ville, on ne peut pas aller beaucoup plus vite de toute façon. Surtout pas à Paris. Donc c'est pas bien grave. Mais après, on peut passer à 90 km/h quand les roues sont déployées. Donc c'est pour ça qu'à la base, on n'a pas fait un modèle si fin. C'est pour pouvoir permettre à cette voiture d'être utilisée partout, pas seulement pour manœuvrer. Alors il faut quand même le préciser avant de terminer, c'est que c'est pas les premiers en Israël à avoir eu cette idée de voiture rétractable. Il y a déjà une société en Pologne, la société Trigo, qui avait pensé à ce modèle de voiture rétractable sur la largeur. Ils ont dévoilé il y a 2 ans leur projet. Pour l'instant, on ne le voit pas dans nos rues, a priori. Donc on va voir si la société israélienne arrive, elle, à passer ce cap. Elle a des belles ambitions. D'ici 2022, pour la société, la voiture roulera dans les rues d'Israël. D'ailleurs, on dit déjà que l'industrialisation a débuté. Elle aurait commencé en Allemagne. Très bien, merci beaucoup Cécilia. Et bien voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web ou les réseaux sociaux, peu importe. On vous donne rendez-vous demain avec Cécilia pour le rendez-vous dans l'espace Smart Space, et puis aussi avec moi pour une grande interview. On va vous emmener faire un voyage au bout d'un like dans cet enfer numérique, autrement dit l'empreinte écologique du nouveau monde numérique dans lequel nous vivons. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.